James Cameron à la Cinémathèque française. Du dessin à l'écran, une exposition spectaculaire pour découvrir les secrets de fabrication de Terminator, Aliens, Titanic et célébrer le génie du créateur d'Avatar. Exposition L'art de James Cameron à la Cinémathèque française. Je vous demande de faire le meilleur accueil à James Cameron. That's the record for the longest applause I've ever had in my life. On Thank a you. un This is record a d'applaudissements. high point of my career. Non, je suis au summum de ma carrière. Vous l'avez compris, on est heureux, ravis et honorés de vous accueillir à la Cinémathèque française, surtout à l'occasion de cette exposition, qui est une exposition inédite, avec vos dessins, vos peintures. Et c'est la première fois qu'à cette échelle-là, on peut découvrir cette partie de votre œuvre. Vous l'avez dit vous-même dans l'exposition, c'est une autobiographie en quelque sorte, ou votre autoportrait. He's saying it was like biographical. I really felt when I came into the exhibit, because I wasn't involved in the layout or the design or any of that. My colleague Kim Butts was involved in the book and helped, working with Mathieu to do the layout. I hadn't seen it. So I arrived the night before last, and I walked through, and I thought, wow, this is my whole journey. It all makes sense to me now for the first time. Oui, parce que moi, je n'ai pas participé personnellement à la mise en place de l'exposition. C'est ma collègue Kim Butts qui, à partir du livre, a aussi organisé cette exposition avec Mathieu. Et moi, je ne l'avais pas vu jusqu'à il y a 2 jours. Et en me promenant dans les espaces, je me suis dit, ah oui, ça y est, voilà, c'est mon parcours, tout prend enfin sens. À propos de vos dessins, on vient de voir votre premier film, Terminator. Et pour ce film-là, vous n'étiez pas connu à ce moment-là. Est-ce que justement, vous avez beaucoup dessiné? Est-ce que c'est un film que vous avez beaucoup préparé de ce point de vue-là? Et si oui, jusqu'à quand? C'est-à-dire, y compris pendant quelles étapes de la préparation du film, et même peut-être pendant le tournage? Yeah, it was my most prepared film, strangely enough. My first film, it was my lowest budget, right? We didn't have enough money to make the film, but I had time. While we were actually, Arnold Schwarzenegger had to go and make Conan 2, and so all of a sudden I had 8 months. And so I drew everything. I designed the Terminator endoskeleton, I designed the makeup. I hadn't met Stan Winston yet, so I just designed everything. I figured we didn't have the money for a designer, and I could draw, so what the hell. And then I storyboarded the film very, very meticulously, and you can see some of that in the exposition, right? And so, ironically, my first film was my best prepared film, which is probably why I got to direct again, because we were actually reasonably on schedule, which has never happened to me again after that. Oui, il y a eu une grande préparation parce que comme j'avais un petit budget, je manquais clairement d'argent, mais ce que j'avais, c'était du temps parce que Arnold Schwarzenegger devait tourner le 2e volet de Conan, donc j'ai eu 8 mois pour tout dessiner. J'ai dessiné l'endosquelette, même le maquillage. En fait, j'ai conçu le maquillage. Je n'avais pas encore à l'époque rencontré Stan Winston, donc j'ai tout storyboardé. On voit des extraits, des morceaux de ça dans l'exposition, et donc c'est mon film qui a été le mieux préparé, et ça m'a sans doute permis de tourner d'autres films ensuite, et c'est le seul de mes films qui a été aussi tourné dans les temps, et ça n'est plus jamais arrivé ensuite. So I wrote this really violent film with guns, and I got my roommate to pose for all the scenes, and I thought, well, we need some guns. And then I thought, this is America. I can just go buy all the guns, which I knew nothing about guns, right? So I went and bought one of everything that I needed for the film, and then I got him to pose in everything Arnold does. When he straight arms the weapon, when he straight arms the shotgun, every single thing he does was worked out with my roommate, Bill Wisher, who was a fellow, a neophyte screenwriter.
And I just took pictures of him, you know, rolling and shooting. We did all the car chases and everything. And then I took all those photos, maybe 200 photos, and I just drew them all into the storyboards for the film. So I knew every shot before I started. Et donc c'était un film très violent avec beaucoup d'armes à feu et je me suis dit il me faut des armes, comment je vais faire? Et je me suis dit oui, je suis aux États-Unis donc je peux aller juste en acheter au magasin. Et donc j'ai acheté ces armes, je n'y connaissais rien à l'époque et j'ai fait poser mon colocataire dans toutes les situations où on voit ensuite le personnage de Terminator dans le film où il arme son bras pour voir comment positionner ma caméra. Donc mon colocataire c'était Bill Wisher qui était un scénariste néophyte, un jeune aussi arrivant dans le milieu et même jusqu'aux poursuites en voiture, je lui ai fait tout faire, j'ai pris 200 photos et à partir de là j'ai dessiné des storyboards et donc il y avait déjà tous les plans du film qui étaient prévus à l'avance. I grew up in Canada, we didn't have assault rifles. Au Canada, il n'y a pas de fusil d'assaut. Vous l'avez souvent expliqué aussi, tout le film en quelque sorte est sorti d'un premier dessin qui lui-même venait d'un rêve. Et on sait que vous avez beaucoup dessiné à partir de vos rêves, mais aussi à partir de votre imagination. Parfois, vous ne rêviez pas, mais votre imagination faisait que vous aviez besoin de vous exprimer par le dessin. Et c'est comme ça que vous avez créé toutes les créatures de vos films. Et il y en a une en particulier, puisqu'il faut en choisir quelques-unes ce soir, mais disons une qui nous a toujours étonnés, frappés, c'est évidemment la reine dans Alien. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle est venue par le dessin? Comment elle est née par le dessin? Ou est-ce qu'elle est venue dans un cauchemar? No, the Alien Queen, I didn't have a specific dream. The Terminator emerged from a dream. The beauty in Avatar emerged from a dream, a very specific single dream when I was much younger. The Alien Queen was more of my reaction to the work of Hans Rudy Giger, which we all know from Ridley Scott's Alien. I was so stunned by those ideas, the so-called biomechanoid creature, but I had my own ideas. I think H.R. Giger was a little disappointed that we didn't hire him for the sequel, but I had so many ideas about what I could do in that same area. So I just started drawing, and the Alien Queen emerged from that. And then I wound up drawing every part of her anatomy, her face and her body, and her kind of threat display spines on her back, and her big kind of head cowl or shield. And then I took it to Stan Winston, and he and I were friends by then because we had done The Terminator together. And he said, I love the design, but how are we going to build this? And we really didn't know. I think there's a moment when you have something in your mind and you draw it, and then you have to go figure out how you're going to do it. And we didn't have CG at that point. Are you okay so far? We didn't have CG, so how are we going to do this thing? But Stan had a lot of ideas about how to use hydraulics and cable actuation. And then I came up with this crazy idea of putting two people inside it to work the arms. And he said, how's that going to work? I said, we just make really, really light arms, like the thinnest vacuum-formed plastic that we can. And that's what we did. And so when you see her arms moving, that's two guys side by side squished in to her body. And the whole head was all done by off-camera puppeteers. Okay, good luck. Alors autant le squelette de Terminator m'est venu dans un rêve et aussi la forêt magnifique d'Avatar, autant la reine alien c'est plutôt une réaction que j'ai eue moi aux créations de Hans Rudy Giger qui m'avait époustouflé par ses créations donc pour le premier Alien de ces êtres biomécanoïdes un petit peu. Alors je sais qu'il a été déçu de ne pas être engagé sur cette suite, mais moi en fait à partir de ça j'avais énormément d'idées sur ce que je voulais en faire, et donc j'ai tout dessiné, j'ai dessiné son anatomie vraiment jusqu'à sa tête, les boucliers, et à ce moment-là Stan Winston et moi on était devenus amis, on avait travaillé ensemble sur Terminator, et
à partir de ses dessins, il m'a dit j'adore tes dessins, mais comment on va construire ça? Et c'est par moments on se retrouve confronté à quelque chose qu'on a en tête et on se demande comment on va le mettre en œuvre. À l'époque, il n'y avait pas d'image de synthèse évidemment, il a eu tout de suite beaucoup d'idées avec des câbles, avec de la manipulation hydraulique. Et en fait, pour manipuler ses bras, il y avait 2 personnes à l'intérieur et on se demandait comment faire pour bouger les bras. En fait, il suffisait de faire des bras très légers en plastique et il y avait 2 types en fait qui étaient serrés un peu là-dedans. Et aussi pour sa tête, on a aussi fait des marionnettistes qui étaient hors champ et qui faisaient bouger sa tête. Isn't that incredible? It's such an amazing skill. I did have a dream that involved the Alien Queen, and it went like this, or at least that I derived a scene from. So I had a dream where I went into a dark room, and I made it to the center of the room, and then I looked around, and as my eyes adjusted to the darkness, I saw that every square inch of the walls and ceiling were covered with wasps. And I knew that if I moved quickly, if I tried to escape, they would attack and I'd be dead. And I used that feeling from that dream when Ripley plunges she's running through the station, and she's got Newt, the little girl, and she runs into the space and she freezes, and it goes into slow motion and everything gets quiet, and she turns and she realizes she's in the egg chamber with the Alien Queen, the exact wrong place to be. But of course, she needs to go there. You know, every horror film must go to the deep place in the subconscious that is the worst place. That's the point. That's what you pay your money for, you know. But I just thought that the way Sigourney played that and the way she turned and realized where she was, I always said that the practical effects were very good. Stan and his team did a great job, but she made the Alien Queen alive. Sigourney, with her conviction that she was seeing her when often there was nothing there or it was just a big rubber puppet. She made us believe it was real. You know, it's a tribute to her performance, which of course was an Academy Award nominated film, which was a performance for her. Very, very unusual for a horror genre actor or actress especially to get an Academy nomination at that time. J'ai fait quand même un rêve qui était lié à la Reine des Aliens, et en tout cas j'en ai dérivé une scène. J'étais dans une pièce très sombre et j'arrive au centre de la pièce, je regarde tout autour de moi et à mesure que mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois que les murs sont recouverts de guêpes et que si je bouge d'1 centimètre, les guêpes vont m'attaquer et que je serai mort immédiatement. Donc je me suis servi de ce ressenti pour créer la scène dans laquelle Ripley court avec Newt, la petite fille, et d'un seul coup elle se fige quand elle arrive dans une pièce et d'un seul coup tout se met à être au ralenti, elle se retourne et elle voit qu'elle est au pire endroit évidemment où elle peut être, c'est-à-dire la chambre où il y a tous les œufs. Et quand on fait un film d'horreur, évidemment c'est pour aller dans les endroits les plus sombres de l'inconscient. Il faut emmener les gens dans le pire endroit, c'est pour ça qu'ils ont payé d'ailleurs. Et donc ce moment où elle se retourne, c'est un moment vraiment pivot du film, et autant les effets spéciaux sont très bien dans le film, les effets mécaniques qu'on a fait, mais c'est vraiment elle avec son jeu d'actrice qui est tellement convaincante, et donc au moment où elle voit la reine alien, quelquefois elle a été obligée de réagir à rien du tout, il n'y avait rien en face d'elle, donc c'est vraiment une façon de rendre hommage à son jeu, c'est elle qui rend ça crédible, et elle a eu d'ailleurs une nomination aux Oscars pour cela, ce qui était très rare à l'époque pour un film d'horreur. Comme l'a rappelé Bernard tout à l'heure, c'est vrai que l'exposition s'ouvre sur un certain nombre de dessins, on en parle de rêves justement, et de dessins aussi où vous montrez que vous travaillez pour les autres de manière brillante sur l'espace, sur les couleurs, sur la vision d'un travail de décorateur, d'effets spéciaux. Mais c'est vrai qu'avec Terminator, il va se passer autre chose, c'est que là, vous devez diriger des acteurs, ce qui tout d'un coup est différent. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus, peut-être en détail, justement, de Arnold Schwarzenegger, ce cyber-tueur incroyable dont on connaît avant d'où il vient. Il était bodybuilder. J'aimerais bien que vous racontiez un petit peu comment vous l'avez rencontré, comment vous avez choisi de l'engager, et aussi comment vous l'avez dirigé en termes comme ça de rapport à l'émotion, parce que c'est un robot qui n'exprime pas ses émotions. Et c'était, je pense, particulièrement difficile. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu d'Arnold Schwarzenegger.
Well, the story of how Arnold got on this film has been inaccurately reported by Arnold recently. The true story goes like this. He was recommended by one of the executives for the other character, Michael Biehn's character, who we know is very verbal. He has 20 pages of expository dialogue that he has to say rapid fire, during a car chase. And, I didn't know Arnold at all, but he didn't strike me as that kind of verbal yet, right? He was more of a physical presence. I didn't know him at all. So I told my roommate, the same guy that I used to handle the guns and dress up in the trench coat and all that, I said, do I owe you any money? Because I have to go pick a fight with Conan so that I don't have to cast him in the movie. And I went to lunch with Arnold, and he was charming. He's amazing. We became very, very close friends on the film, and then still are to this day. But everything he said about the film that he liked was a Terminator scene, right? He never said, I want to play the Terminator. He talked a little bit about the other guy, but he loved the script. He loved the possibility of the film. And while he was talking, I was just watching his face, and I was thinking, it's just such a singular face. There's such indomitable will, in his features. There's almost a kind of a brutality. And I thought, he could play the Terminator. But the problem was the Terminator was supposed to be very innocuous. He was supposed to be an infiltrator. That was the whole point with the cyborg, outer flesh layer, that he would just disappear into a crowd. Well, Arnold is not that guy. So I'm literally rewriting the story in my mind while I'm talking to him. Why don't you do that part? Alors Arnold a un peu mal raconté cette histoire récemment, de la façon dont il a été engagé sur le projet. Il m'a été recommandé par quelqu'un du studio, mais pour jouer l'autre personnage, celui qui est joué par Michael Biehn, qui est un personnage extrêmement volubile, qui a 20 pages de dialogue d'exposition au début pendant la course-poursuite. Et quand je pensais à Arnold Schwarzenegger, je me disais pas que c'était un acteur comme ça aussi verbal, en tout cas pas encore. C'était plutôt une présence physique. Et j'ai dit à mon colocataire, toujours le même, écoute, est-ce que je te dois de l'argent, parce que là je dois aller me battre avec Conan pour ne pas l'engager sur le film. Et au déjeuner, en fait, Arnold Schwarzenegger m'a beaucoup charmé. On est devenus amis, on est restés amis encore aujourd'hui. Et tout ce qu'il me disait sur le film, tout ce qu'il aimait du film, c'était les scènes du Terminator. Il m'a jamais dit qu'il voulait jouer ce personnage, mais je sentais vraiment qu'il aimait le scénario, il aimait beaucoup le potentiel du film. Et j'ai regardé son visage, et un visage très singulier qui dénote une volonté comme ça inébranlable. Et je me disais, voilà, est-ce qu'il peut jouer Terminator, parce que c'est censé être un personnage infiltré qui passe inaperçu, un cyborg avec une enveloppe charnelle justement pour passer inaperçu. Arnold n'est absolument pas ça, mais en lui parlant, j'ai commencé à réécrire un peu l'histoire dans ma tête en adaptant ça. So I go back to the executive producer, John Daly, was the money guy, right? And I said, all right, he can't play Reese. And John was kind of disappointed. I said, but he'd make a hell of a Terminator. John doesn't blink. He picks up the phone, calls Arnold's agent, and offers him the part. Boom. Now, the agent turned us down. Then Arnold found out that the agent had turned us down and fired the agent. This all happened very quickly. Then Arnold relented and hired him back because they were friends. And we made the deal. And then the film was on. There was only one minor problem. Dino De Laurentiis had him under contract to do Conan 2. So now I had to wait, I think, 7 months. So all of our planning for where we were going to shoot and when we were going to shoot all collapsed in that one moment. But we had Arnold. And so we waited the 7 months. And then during that time, I wrote Rambo and Aliens. And also the shooting draft of Terminator. So I was much faster then.
Et donc, je suis retournée voir le producteur exécutif après ce déjeuner, John Daly, qui tenait les cordons de la bourse. Hein. Donc, je lui ai dit, il ne peut pas jouer Reese, mais par contre, il ferait un super Terminator. Et tout de suite, il a décroché son téléphone, il a appelé l'agent d'Arnold, il lui a offert le rôle. L'agent a décliné. Arnold l'a appris immédiatement après et a viré son agent. Bon, finalement, comme ils étaient amis, il l'a réengagé et on a signé. Et le seul petit problème, c'est que Dino De Laurentiis avait donc avait mis sous contrat Arnold Schwarzenegger pour tourner le deuxième volet de Conan. Donc c'est pour ça qu'on a dû attendre à peu près 7 mois, je crois. Donc tout mon planning de tournage et les lieux de tournage, tout ça s'est tombé à l'eau. Mais par contre, on avait Arnold. Et pendant ce temps-là, donc dans ce temps d'attente, j'ai à la fois refait mon planning de tournage et j'ai en plus écrit Rambo et Aliens. And quickly, so when we started shooting, Arnold was still finishing up on Conan 2, and I didn't get him for the first 10 days of the shoot. And so there was this moment of, we didn't really know if we had a movie. It was sort of kind of working, but so Arnold showed up, and the first scene we shot with him was when he's in the police car, and he's searching for them in the underground parking garage. And he's just been through a fire, and his eyebrows are burned off, and his hair has been kind of singed so that it's got a kind of a punk look to it. And Stan Winston did, a prosthetic to cover his eyebrows, and he kind of glycerined his face and gave him this kind of pale makeup. And in the light of the fluorescence, you've just seen the film, so I'm sure you remember the shot where he looks with his eyes first, then he turns his head. Then he looks with his eyes and he turns his head, because you were asking about the movement, right? And I gave him that. I said, I want you to be like a shark. Your eye moves, you don't waste energy until you need to. And he was very, very good at creating the physicality of the character. And I don't mean the strength, I mean the movement. There was a precision, And the next day I was sitting in Daly's. It was 100 millimeter close-up as he pulls up as he's driving in the car and he's searching, and we just stared at it. I said, run it again. And we just stared at it, because that's when we knew that we had a movie, because we had our character. And it just came together. He wasn't Conan. He was the Terminator. Et donc Arnold Schwarzenegger, encore une fois pour des questions de planning, n'était pas présent pour les 10 premiers jours du tournage. Donc on était dans une sorte de zone un peu de flottement. On ne savait pas si on avait encore un film, parce qu'on n'avait pas le personnage principal. Mais quand il est arrivé pour son premier jour de tournage et qu'il a tourné la première scène, donc quand il est dans la voiture de police et qu'il est comme ça en recherche, il les cherche dans le parking souterrain. Il a les sourcils brûlés, les cheveux un peu ébouriffés, et Stan lui avait fait des prothèses sur les sourcils. Et on voit donc ce plan, vous venez de voir le film, donc c'est frais dans votre tête, où en fait il bouge les yeux et ensuite il bouge la tête. Il bouge les yeux et ensuite il bouge la tête. Et c'est une consigne que je lui avais donnée. Je lui ai dit, t'es comme un requin, tu ne gaspilles pas ton énergie avant d'être sûr de où tu regardes et de ce que tu vas faire. Et donc pour répondre à votre question sur la précision du jeu physique en fait qu'il avait, pas du jeu en muscle, mais vraiment de ce jeu par le physique. Et c'est ça qui nous a donné ce personnage, parce que le lendemain, en visionnant les rushs, on est resté vraiment ébahis. Et c'est là qu'on a su qu'on avait un film et qu'on avait un personnage, et que Arnold n'était plus Conan et qu'il était Terminator. L'exposition permet aussi de mettre en perspective les 2 Terminator qui ont été réalisés à plusieurs années d'écart, grâce à des extraits de films, à des objets, à des dessins. Évidemment, il y a une grande différence narrative dont tout le monde se souvient, c'est que Terminator est devenu un gentil, c'est qu'il a changé de camp, qu'il a changé de personnalité, qu'il se rapproche presque de l'humanité des personnages qu'il va côtoyer. Mais il y a surtout une grosse différence qui est plutôt de l'ordre de la technique, dont j'aimerais bien vous entendre parler, qu'on est passé effectivement d'une ère plutôt mécanique dans le premier Terminator qu'on vient de voir, à la tentative, et plus que la tentative, à la réussite de travailler sur des effets spéciaux numériques. Et j'aimerais bien vous entendre parler, peut-être aussi savoir si à l'époque du premier Terminator, il y avait comme ça des scènes, des choses que vous n'aviez pas pu réaliser à cause effectivement des déficits techniques, et qui ont pu s'exprimer dans le Terminator 2, le jugement dernier. Well, the first Terminator was limited by budget, but it was also limited by the technology of the day. So we didn't have CG yet. That was still a few years in the future. So we used a lot of puppeteering, Banraku puppeteering, where we have rod controls from the outside,
when the Terminator endoskeleton is coming out of the fire, we actually had a backpack where the Terminator was on the up above the puppeteer, and he was walking and doing the arm motion, because I was very specific about the shoulder movement, you know, because we didn't want it to be just kind of like this, just pivoting from here. We wanted the whole shoulder to be alive, you know, because he was supposed to be inside a human form. Then we got to Terminator 2. My very first idea was 2 Terminator 800s battling each other. It would have been Arnold and Arnold. And then I thought, we've seen stuff like that. I need a more formidable enemy from the future. What's the more advanced robot? What's the one that they were afraid to send the first time because it was too powerful and it might really disrupt the past? And so I came up with this idea of the liquid metal guy. And on the Abyss, we had done some early CG with liquid, you know, with the fluid character. So I called up Dennis Muren, who was in charge of visual effects at ILM. I said, Dennis, here's my idea. Can we do this? He said, let me talk to my team. I'll call you back. And he called me back later that day, and he said, I think we can do it. But we have to be very, very disciplined, you know. So this was the first time we bet the farm on a CG character, a CG adversary. Because in The Abyss, I could have always cut that scene out if I had to. The rest of the movie would have been okay. In Terminator 2, there was no cutting around it. We had to make it work. We had no choice. So we jumped out of an airplane and then wove the parachute on the way down, basically. But, you know, so we were at a transition between the old school technique and the new school technique coming in. And obviously what you pointed out, which is we also flipped the Terminator from a bad guy to a good guy. And I have a little story about that too. Sur le premier, évidemment, on était limité à la fois par le budget, mais aussi par la technologie de l'époque dans laquelle on se trouvait. Il n'y avait évidemment pas d'effets spéciaux numériques encore, mais par contre, on utilisait beaucoup d'effets mécaniques, donc beaucoup de marionnettes, de Bonraku. Bonraku, it's a Japanese puppeteering. Voilà, une technique japonaise. Et pareil pour l'endosquelette à la fin, quand il sort du feu, il y a vraiment, je voulais qu'au niveau des marionnettes, on fasse pas seulement des mouvements de bras, mais aussi des mouvements d'épaule, donc c'était très important que le personnage fasse vraiment vivant et pas trop mécanique. Pour Terminator 2, mon idée de départ était d'avoir 2 T800 qui s'affrontent, donc Arnold contre Arnold. Et après, je me suis dit non, ça c'est du déjà vu. Je voudrais quelque chose de plus avancé, un robot plus avancé qui se trouve face à lui. Quel aurait été le robot qu'ils auraient eu peur de faire venir du futur, d'envoyer depuis le futur parce qu'il est tellement puissant. Et c'est là que j'ai eu l'idée donc du métal liquide. C'est une technique qu'on avait commencé à expérimenter sur le film Abyss. Et donc j'ai appelé Dennis Muren de Digital Domain pour lui demander si on pouvait réaliser ça. Il m'a rappelé pour me dire oui, mais qu'il allait vraiment falloir se discipliner, que ça allait être voilà, très délicat. Dans Abyss, autant c'est quelque chose qu'on aurait pu couper au montage, ça n'aurait pas été si grave que si ça n'avait pas fonctionné. Mais là, on jouait vraiment notre va-tout, on n'avait pas le choix. C'est comme si on avait sauté de l'avion et qu'on avait ouvert le parachute en cours de route, quoi. Et c'est vrai qu'on était un peu à la croisée des chemins entre la vieille école et la nouvelle école des effets spéciaux. So I changed the Terminator 800 from the bad guy to the good guy. We don't know that at the beginning of the film. And so I wrote this whole script where he kind of emerges almost as this strange father figure for the boy. And at the end, it's almost like the end of Shane, where you know he's going off to die, and except we see him disappear, you know, into the molten steel. And you know, the objective was let's make the audience actually tear up for a Terminator. It's such a strange idea, but this is what I love about cinema: is you can get to any end result if you know what your goal is, you know, and you bring the audience with you, and they follow that. And I believe for the most part we did get the audience to that place. So I was pretty happy about the script. I jump on a plane to come to the Festival de Cannes, and Arnold's on the plane. I give him the script on the plane, and then we have a meeting
at breakfast the following morning, and I could see he's not happy. I say, okay, what's going on? Because we were pals by then. All right, what is it? He goes, Jim, I don't know about this script. He said, I'm the Terminator, and I don't kill anybody. How does this work? I said, they'll never see it coming. It'll be such a great surprise. I was so excited about it, you know, and I wanted him to be excited. And he goes, yeah, but I'm the guy that kicks the door in and shoots everybody. That's my character. I said, yeah, I know, but we're evolving beyond that. You know, we're going to do something different. He goes, I don't know. It doesn't feel right to me. And so I said, look, do you trust me? And he goes, yeah, of course. I said, it's going to work. Trust me. He said, okay. But wait. John tells me I can't kill anybody on page 36. I can kill people before then. I'm like, okay, yeah, you got me on a technicality there. You know, no, you can't kill anybody. You're the hero. All right. Alors voilà, l'autre gros changement, comme vous disiez, c'est que le personnage d'Arnold Schwarzenegger devient un gentil dans le deuxième film, ce qui n'est pas évident dès la première scène du film d'ailleurs. Hein. Mais en écrivant ce scénario, j'ai aimé faire ça et qu'il devienne presque une figure paternelle pour le personnage du jeune garçon. Et ensuite, quand il meurt, à la fin, quand il termine dans la fonderie, et voilà, c'est un moment que j'ai voulu émouvant. Mon objectif, c'était vraiment d'émouvoir le public pour faire pleurer en fait sur le sort d'un robot, d'un Terminator. Et c'est ce que j'aime au cinéma, qu'on puisse embarquer comme ça le public dans des choses qui paraissent difficiles à imaginer. Et je pense que d'une certaine manière, on a réussi. J'étais très contente de mon scénario. Et dans l'avion pour Cannes, je donne le scénario à Arnold. Et au petit déjeuner le lendemain, je le voyais pas très content. Il me dit, bah écoute Jim, non, je sais pas trop parce que moi je suis Terminator et je tue personne dans ce film-là. Comment ça va marcher? Et moi je lui dis, bah oui, mais personne s'y attendra. C'est ça qui est intéressant. Ça va être super. Et il dit, bah non, moi je suis le mec qui pousse la porte avec le pied et puis qui tire partout. Et il dit, mais non, mais toi, tu t'as évolué, c'est ça qui est bien dans ton personnage. Et il me dit, bah, je sais pas. Il me dit, je lui dis, bah, tu me fais confiance. Et il me dit, oui, ok. Il me dit, mais attends, là, dans le scénario, on voit que c'est à la page 36 qu'on dit que j'ai le droit de tuer personne. Donc avant ça, je peux tuer des gens. Et je dis, bah oui, si tu le prends comme ça, oui, mais non, en fait, toi, t'es un gentil, c'est toi le héros dans cette histoire-là. Et donc finalement, ça a marché comme ça. Pretty good, but you got to work on your Arnold impression. Okay. Dans le premier Terminator, il y a une scène qui a beaucoup marqué les esprits. Chaque fois qu'on la voit, elle produit le même effet. C'est le moment où le Terminator se répare lui-même. Il se soigne. Cette scène, on imagine qu'elle a été très compliquée à tourner. Mais moi, chaque fois que je la vois, vous connaissant vos films, c'est-à-dire des films dans l'espace, des films au fond des mers, je me dis, mais est-ce qu'un jour, vous n'auriez pas la tentation, que ce soit une fiction ou un documentaire, de tourner un film sur l'intérieur du corps humain? Parce que quel merveilleux champ d'expérimentation que de filmer l'intérieur de cette machine humaine. Ça vous a jamais tenté de faire un film, quel qu'il soit, sur le corps, l'intérieur du corps? Well, there's this film made back in the 60s called Fantastic Voyage that we've been developing for a number of years that we plan to go ahead with very soon. And that literally takes place inside the body in a submarine going through the arterial system and all that sort of thing. Raquel Welch is not available, but we think we can make a pretty good movie. Alors il y a un film qui date des années 60 qui s'appelle Le Voyage fantastique et qui se passe réellement dans le corps humain, dans un sous-marin. Donc on est en train on a un projet depuis un petit moment de faire ce film qui pourrait voir le jour. Ça se passe dans un sous-marin, dans le système artériel. Ça, on remonte en fait les artères. Bon, Raquel Welch n'est pas disponible, mais je pense qu'on peut quand même faire un bon film. On a beaucoup dit aujourd'hui que Terminator, c'était très prémonitoire sur l'intelligence artificielle, sur les dangers que cela peut générer.
Ça ne veut pas dire que c'est une critique évidemment de ce que ça permet, mais qu'à mauvais usage et avec la capacité de l'être humain à s'autodétruire, leur mettre entre les mains l'intelligence artificielle peut se révéler catastrophique pour la planète. Ce qui m'amuse d'ailleurs dans le film, en le revoyant, c'est à quel point il y a évidemment cette question de l'intelligence artificielle, disons dans le récit de manière globale, mais aussi les dangers un peu amusants qu'il peut y avoir sur la technique du téléphone ou le répondeur qui vont piéger les personnages à plusieurs reprises, comme si la technique pouvait être même à la petite échelle domestique un danger pour les personnages d'être piégés. On se demandait d'où venait un peu chez vous ce climat d'inquiétude qui est très présent dans les deux Terminator. Est-ce que ça viendrait plutôt de l'histoire? Vous êtes un enfant de la guerre froide, il y a eu la guerre du Vietnam aussi qui était très présente à l'époque. Ou est-ce que c'est plutôt les romans, les comics, les livres d'anticipation? Vous avez la réputation d'avoir, adolescent, de lire un livre par jour. Voilà, d'où vient cette inquiétude? D'où vient ces questionnements? Est-ce que ça vient de la réalité, de la fiction, des deux? Okay. Or for the books, or for films, or for reading comics and science fiction? I think we're all products of the moment of our parents, of our setting, our milieu, and the time, right? So for me, the formative years of my thinking and the stories that I cared about were the late 60s and the early 70s. So this was a period of peak danger in the Cold War. By the time I made the Terminator, we had 30,000 nuclear warheads active, and the Russians had 30,000. We're now at about 1/10 that. Danger's not past, but it was a very, very dangerous time in human history. Artificial intelligence was still some years away at that time. But I didn't invent the concept. It was very common in science fiction before that, from the 50s, from the 60s, from Alan Turing's work on, and von Neumann's work and so on. Science fiction writers were talking about Arthur Clarke and the other, Robert Heinlein. They were talking about artificial intelligence. It was in 2001: A Space Odyssey, where HAL 9000 kills the entire crew because he believes that they suddenly might jeopardize the mission, and the mission was his primary goal. So the question is, are we living on spaceship planet Earth with an artificial intelligence that might emerge in the next few years and decide that the crew are expendable because of the greater mission, whatever that is? The thing that concerns me is this idea that every technology that humans have ever come up with, one of the first applications they use it for is as a weapon against other humans. So the artificial intelligence scientists say, well, we have to have alignment. We have to align the goal of an artificial superintelligence with our goals or our ethics or what we think is good for humanity. The problem is nobody can agree what's good for humanity. Is it the left? Is it the right? Is it the Christians? Is it the Muslims? Who gets to decide what's good for humanity? The machine intelligences will only be a reflection of us. They'll be us with all our flaws and all of our potentially evil intentions. Yes, they can be good. And the atomic scientists in the 1930s believed that would be an infinite power source that would allow us to have plenty of food for everybody, that they would abolish starvation, that we'd have nuclear airplanes and go around the planet very quickly. But what did we get? We got Hiroshima and Nagasaki and the Cold War. So this is what concerns me. It's what concerned me in 1984 when I wrote The Terminator, and it still concerns me today, much, much more so than then, because the problem with writing science fiction now is that we're living in a science fiction world for real. And artificial intelligence isn't some distant future. It's happening right now all around us. And so, science fiction still plays a role because it allows us to imagine futures that can emerge from our present day. And so it's still valid for filmmakers, for writers, for artists to talk about these things. Science fiction, Star Wars, when Star Wars came along, science fiction seemed to suddenly become very upbeat, entertainment, adventure.
But the history of science fiction is it's always been about the warning about the future and the misuse of technology, the misuse of science. I think that should be enough for right now. Nous sommes tous, je crois, des produits de notre enfance, du milieu dans lequel on a évolué et aussi d'une époque, forcément. Et les années qui ont été déterminantes pour moi, c'était où j'ai grandi et où je me suis définie, c'était la fin des années 60, début des années 70, où le danger mondial était à son apogée. À l'époque de Terminator, il y avait 30 000 ogives nucléaires qui étaient actives dans le monde. On est à peu près à 1/10 de ça aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Mais à l'époque, pareil, l'IA était encore lointaine. J'ai pas inventé le concept, ça existait déjà, on en parlait déjà depuis longtemps. Alan Turing en avait parlé. Dans la science-fiction, c'était déjà très présent. Dans 2001, Odyssée de l'espace, on voit que c'est une donnée qui est présente. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir, on est sur le vaisseau Terre, et est-ce qu'on décide que l'équipage, c'est-à-dire les humains, devient indispensable pour une mission qui serait supérieure. Et le constat que l'on fait, c'est que toutes les technologies ont d'abord servi d'armes. Et l'idée, c'est ensuite de se dire qu'il faut les réguler et aligner l'usage de ces nouvelles technologies sur nos objectifs et sur notre éthique. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur ce qui est bien pour l'humanité. Ces intelligences et ces technologies ne sont que le reflet de nous-mêmes, avec nos défauts et nos intentions malveillantes parfois. Les chercheurs en sciences atomiques étaient très optimistes dans les années 30 sur les usages de la bombe atomique, ou en tout cas de l'atomique. Ils pensaient abolir la faim dans le monde et qu'on pourrait traverser la planète en quelques minutes. Et finalement, on a eu Hiroshima, Nagasaki et la guerre froide. Et j'étais donc inquiet de ça en 1984, et je suis encore plus aujourd'hui, parce que le problème de la science-fiction, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu de science-fiction. L'IA n'est plus un avenir lointain, et la science-fiction nous sert toujours à imaginer des avenirs possibles. C'est toujours valide, ça, comme justement moyen d'imaginer ça. Mais le truc, c'est que Star Wars est arrivé à une époque où c'est devenu, du coup, avec Star Wars, la science-fiction est devenue quelque chose comme des films d'aventure, ou quelque chose d'assez joyeux, alors que les fondements de la science-fiction, ça a été de nous mettre en garde, de créer des avertissements sur les mauvais usages de la technologie. James Cameron, comme on en avait convenu ensemble, Mathieu et moi allons céder la place à Alice Winocourt, la cinéaste. Avant de vous quitter, d'abord, un grand merci pour tout cela, mais avant de vous quitter, j'avais une toute petite question, et peut-être que ce sera une réponse très brève. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau auquel vous êtes parvenu, avec l'implication qui est la vôtre dans les films que vous faites, est-ce qu'il vous arrive d'avoir un peu de temps libre pour dessiner encore ? Well, I don't draw as much as I used to, because I now have the opportunity to work with amazing artists, the best in the world, as my design team. And the design is ongoing, because we're finishing Avatar 3. That's going to take us another year and a half. But during that, we're parallel processing by finishing also the designs for Avatar 4 and Avatar 5. Because both scripts are written, we've done all the preliminary design. We now just have to finalize the design and begin creating the 3D computer models so that we can go ahead right into those films right after we deliver movie 3. So I always like to design one thing. Even though I have the best artists, I like to design one thing myself. So in Avatar 2, I designed Payakan, the tulkun, the whale-like creature. That was my design. And then the other guys and women did all the other designs of the characters and the reef people and the creatures, the other water creatures and all that. But I always like to do one thing myself. Alors, je dessine beaucoup moins qu'avant, évidemment, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai à ma disposition et j'engage les meilleurs artistes au monde pour cela. On est en train de terminer Avatar 3 et on en a à peu près encore pour 1 an et demi. Et les scénarios des 4 et 5 sont écrits et on est en train de faire les dessins préliminaires, toute la conception graphique préliminaire pour ensuite entrer en modélisation. Mais j'aime toujours, moi, faire un élément, dessiner moi-même un élément. Donc, dans le 2, c'était le tourcourt, la créature en forme de baleine, de façon baleine. Et après, j'ai laissé évidemment toutes mes équipes dessiner tous les autres personnages, notamment les créatures aquatiques. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
So I will speak in French. I think it's better for the translation. But first of all, I just wanted to say how honored I am to be there, to have been invited by the Cinematheque for this conversation. And your films have been like very dear companions to me and inspiring companions. And I had for many years this picture of Sigourney Weaver in Alien 2. Me too. You too? Oh, really? It was in front of my desk because, you know, like writing is really a tough work, and sometimes when you just look at Sigourney, it's like, and also the last thing I wanted to say is that The Abyss is really like a very important film to me. I think it's incredible film about the couple, to me one of the best, and it was like a bedside film during the shooting of Proxima, you know, the film I directed with Eva Green. Je voudrais donc commencer juste par vous dire que vos films m'ont vraiment énormément accompagnée tout au long de ma vie, et notamment cette image très forte de Sigourney Weaver dans Alien 2. Et quand j'écris, et que quelquefois c'est difficile d'écrire, c'est un métier difficile, j'ai cette image devant moi. Et aussi vous dire que Abyss est un film qui a été vraiment majeur pour moi dans ma vie. C'est un des plus beaux films, je trouve, sur le couple. Et c'était un de mes films de chevet quand j'étais en train d'écrire et de réaliser Proxima, le film que j'ai fait avec Eva Green. Merci bien. Alice and I discovered that we both put up a picture of Sigourney Weaver when we were writing. Many years apart. I did it in, when would it have been? I guess 1985, when I was writing the script for Aliens. I put her picture up on the wall. I'd never met her, but if everything worked out, I was going to get to work with her. And she was an example of a strong female archetype in film. And apparently you did the same thing when you were doing Proxima. Yeah. Et donc moi aussi, en fait, je me rends compte qu'on a tous les deux accroché une photo de Sigourney Weaver devant nous. Moi, c'était en 1985 quand j'écrivais Aliens. Je l'avais jamais rencontrée à l'époque. J'espérais qu'elle accepterait de travailler avec moi. Et pour moi, elle représentait l'archétype de la femme forte, en effet. Oui, donc avec Eva, on parlait énormément du coup de vos personnages féminins, et Lindsay, du coup l'héroïne de Abyss, était vraiment aussi une inspiration, et aussi tous vos personnages féminins, ces guerrières, voilà, c'était ces corps en fait surentraînés, c'était vraiment une inspiration sur le tournage. Well, we were talking beforehand. We cheated a little bit because we were talking beforehand, and we were talking about Lindsay in The Abyss, and I'd already done Sarah in Terminator, and I had done Ripley in Aliens, and with Lindsay, I wanted to do something a little bit different, which is to kind of create that sense of how women who are intelligent and kind of have an alpha leader personality can be very, very off-putting to men. And I wanted to sort of trick the audience a little bit into seeing her the way the men on the oil rig saw her, and even to some extent her separated husband, and to see her as basically an unlikable character, and then get to know her and get inside her head and her heart, and to see her even change in the way that when she sees the aliens, the good aliens, you see her kind of come alive, and all of a sudden you find yourself loving her and wanting her to succeed. So once again, this was an idea like making you cry for the Terminator. It's like challenge the audience to like your character, and then allow them to do that as the film progressed. And I think Mary Elizabeth Mastrantonio did a spectacular job with that character. It was a very tough shoot, all the underwater, and most of the actors had never been underwater. J'avais déjà les personnages de Sarah Connor et de Ripley comme femme forte dans mes films précédents. Pour Abyss, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent.
j'ai voulu créer ce ressenti qu'il pouvait y avoir chez certains hommes, que les femmes intelligentes et qui avaient comme ça une personnalité un peu dominante pouvaient paraître repoussantes pour un certain nombre d'hommes. Et j'ai eu envie un peu de faire en sorte que le public rentre un petit peu dans ce jeu-là aussi, ressente ça au départ, que la voit comme un personnage peu sympathique. Et au fur et à mesure que le film avance et qu'on entre dans sa tête et dans son cœur, et quand on la voit admirer les créatures bienveillantes, elle prend vie également. Et d'un seul coup, on se met à l'aimer et on veut qu'elle réussisse. De la même façon que j'ai voulu faire pleurer le public pour le Terminator. J'ai voulu mettre à l'épreuve le public par ce personnage, et je trouve que Marie-Elisabeth Mastrantonio fait un travail extraordinaire dans ce sens-là. C'était un tournage extrêmement difficile, qui s'est passé beaucoup sous l'eau, alors que la plupart des acteurs n'étaient pas du tout spécialistes de la plongée. Et c'est vrai qu'elle a réussi ça de façon extraordinaire. You took your actress Eva Green underwater, I think, right? Yeah, I was in Cologne in the European Space Agency, but it's not her. I mean, it's a real astronaut, because astronauts, they train with very heavy scaphandres. En fait, il y a peut-être ça que je peux raconter par rapport à l'entraînement. En fait, les astronautes femmes s'entraînent à l'Agence spatiale européenne avec des scaphandres qui sont designés pour les hommes, c'est-à-dire que les hommes sont plus forts. Les scaphandres font 120 kilos et les hommes ont plus de force au niveau des épaules, alors que les femmes ont plus de force au niveau des hanches. Malgré tout, les astronautes doivent s'entraîner. But I was just going to ask, so Eva couldn't go in the helmet because it's too heavy. Designed for men. Yeah, designed for men. So it's a too barrier. heavy, like 120 kilos. So it's like special effects. I see. But so you didn't realize. it's a barrier to women. Yeah. To be able to have equality in space. But yes, I wanted to ask you to talk about the unconscious. Yeah. I know you've been talking about unconscious for all day long. Yeah. But it's just that it's something that is really fascinating to me. Sur le processus créatif et l'inconscient. En fait, j'ai l'impression que ce qui me fascine moi dans vos films, c'est que on parle beaucoup, évidemment, des défis techniques, des prouesses de mise en scène, etc. Mais j'ai l'impression, moi, ce qui me touche incroyablement dans vos films, c'est que on sent que derrière chaque image, derrière chaque son, derrière chaque cadre, il y a quelque chose qui bat. On sent quelque chose de votre intimité, en fait, de votre inconscient. Et du coup, je voulais savoir à quel point, en fait, vous avez créé des images iconiques. On parlait tout à l'heure de l'image des deux mers qui se font face, de Alien. Il y a cette image du sous-marin qui tombe dans les abysses pour parler du couple, etc., du couple qui sombre. Et je voulais savoir, en fait, à quel point, vous parlez de vos rêves, mais à quel point ces images étaient pensées à l'avance, en fait. Est-ce que vous découvrez ces images, à quel point c'est inconscient, la formation de ces images, ou à quel point vous prenez conscience de ce qu'elles racontent? Très très longue question qui n'est pas une question. Well, this is the interesting thing, right? The creative process is mysterious, and when you're in the middle of it, you're kind of not really keeping track of what is just pure instinct. Sometimes things are coming just from the subconscious. Sometimes things are very analytical, and I find when I'm writing, and you write too, so I think you know what I'm talking about. Sometimes I'm very analytical and I make very precise notes, and things have to add up and they have to be logical. And sometimes I have to remind myself to get my logic out of the way so that there's more of a direct path, so that we understand the heart of the character, the feeling of the character. And sometimes the plot gets in the way of that. And so I go back and forth between these two states. One is the state where the structure works and I set it up here and then I pay it off there, and it all adds up like a big mathematical equation. Yeah. And then there's another state that I have to be in also, where
I feel like I just want the audience to feel what the character's feeling. And sometimes the character just has to say it, or they have to show it, or somebody else has to say it. And I want the audience to have an emotional reaction. And I know the music can help, but it still has to be there. It still has to be there on the page. And so it's a little bit sort of going back and forth between both of those states. C'est ça qui est compliqué et qui est intéressant avec le processus de création, c'est que quand on est en plein dedans, on a du mal à distinguer ce qui fait partie de l'intuition, de l'inconscient et de ce qui est beaucoup plus analytique ou pensé à l'avance. Parfois, je suis dans un mode où j'ai des notes extrêmement précises, je suis dans une logique, et je sais aussi qu'il y a des moments où il faut vraiment que je mette ma logique de côté pour aller directement au ressenti, à l'émotion, sans que l'intrigue interfère, sans que mes idées de structure narrative, ça doit aller là pour ensuite qu'il y ait la récompense à cet endroit-là, comme une équation mathématique, sans que ça interfère. Je dois aussi faire ressentir ce que ressent le personnage au public, et montrer ce qu'il ressent. Et la réaction émotionnelle, elle peut être suscitée notamment par la musique, ça doit aider, mais ça doit quand même être présent aussi à l'écriture. I always say that all my movies are love stories. Terminator, obviously, love story across time. He dreamed of her. Aliens is a parent's love for a surrogate daughter, if you will, a found daughter. And then The Abyss, obviously, the love that endures between two people that are having difficulty in a relationship. And then the Terminator 2, again, the mother and the son, and that bond, but how she's like a bad mother. She's kind of a nightmare mother, but she eventually kind of wins us. They're all love stories, some aspect of our humanity. And so you set aside all the visual effects and all the difficult technical aspects of the film. For me, there has to be an essence there, which is what I love so much about Proxima, because I love all the technical training and all the space stuff, and I understand all that. I've been to the Russian space training center. You trained in Star City. Yeah, so that was all recognizable to me, but it was the scenes with the daughter, even the scenes with the ex-husband. But obviously the scenes with the daughter they're the heart of the film. So it seems to me that you're doing the same thing. You're trying to juxtapose the technical and the rigorous and that sense of mission that she had to achieve, but at the same time, the most defining thing for her was her love for her daughter. Yeah. Je dis souvent que tous mes films sont des films d'amour, puisque dans Terminator, clairement, c'est peut-être le plus évident parce qu'il a rêvé d'elle. Dans Aliens aussi, c'est une forme d'amour maternel avec une fille un peu adoptive. Dans Abyss, c'est cet amour qui perdure malgré les difficultés que traverse le couple. Dans Terminator 2, c'est un lien mère-fils qui est un peu difficile justement à se mettre en place parce que c'est un peu une mère indigne, elle, Sarah. Donc on a différentes facettes de l'amour et de notre humanité. Et quand on met un peu à l'écart tous les aspects techniques, je trouve qu'il doit rester à l'essence, il doit rester dans l'essence du film, ce ressenti, cet amour. Et c'est ce que j'aime dans votre film Proxima. C'est parce que justement, il y a tout ça. Et j'ai évidemment aimé tous les aspects techniques, l'entraînement. Moi-même, je me suis formée au centre spatial russe, donc je comprends tout à fait tout ça. Mais pour moi, ce qui est au cœur du film, c'est vraiment les scènes où elle est avec sa fille, avec son ex-mari aussi, mais surtout avec sa fille. Donc vous faites un peu la même chose que moi, vous juxtaposez cette rigueur de la mission dont elles se sont investies, mais en même temps, c'est vraiment son amour pour sa fille qui la définit encore plus. What I'm experiencing right now is a mix of a dream and a nightmare. It's a dream to be there on stage of Cinematheque with you talking about, and at the same time I've been told I have five minutes left and I have like hundreds of questions I have prepared. So I have my brain like functioning, asking what is the most important question, and of course all of them. We can always talk. All of them. The thing each is, I don't know. Like I thought about you. You started it with Corman, like many great directors, experiencing, taking, and I think it's your philosophy, taking risk and experiencing. Doing experiments. Yeah. And do you think now that you work with like
millions and millions of the budgets are like so Big, yeah. huge. Is it Really big. Yeah. Yeah. And so, is it the same job that, I mean, have you been, do you feel you have been faithful to that time, the time of Corman? Vous qui avez commencé sur des petits films, donc vraiment un peu bricolés à l'école de Roger Corman, votre philosophie a toujours été de prendre des risques, mais maintenant que vous avez à votre disposition de si gros budgets, est-ce que vous avez l'impression que vous faites le même travail? Est-ce que vous vous sentez fidèle à vos débuts? I think that when you're starting out, it's the risk is that you won't be seen, or that you won't get the film made, you know, or you won't have enough time and resources to make it happen. You can't really take you can take any risk you want creatively because nobody knows who you are. The more established you become, the more you risk losing what you've already gained. But I also think that the greatest risk you can make, or that you can have as a filmmaker, is to not try something new and different and experimental and all that. And so I feel, even though the budgets have gotten bigger, as the budget gets bigger, the stakes are higher, because you still have to succeed and you still have to reach people. And there's a tendency when the budget gets bigger to start to go for the lowest common denominator that, you know, every audience will like, when you can't do that. So, you know, was Titanic risky? Incredibly risky. In retrospect, it doesn't seem risky. But in the moment, it was a 3-hour movie where everybody dies, including the main characters, right? And it was a bunch of women in corsets and hats, you know, period drama. It's not what the studio wanted. They didn't believe in the film. They thought we were going to completely lose our ass, you know. And then, lo and behold, it made all this money, which nobody expected. So that felt very risky before the fact. Avatar felt very, very risky. It was a new way of making a film. It was a completely experimental way of making a film, but it was also very expensive. So we were way out on the end of a limb. You look back on it now, it all seems like it makes sense. But at the time, you know, I felt like I really had to keep the studio, 20th Century Fox, calm as we went ahead, because they were writing very, very big checks. And it was the only way to make that film. If we could have done it cheaper, we would have. And so it was a real leap of faith. But I don't know if it's just my kind of perversity, but I always try to find the most challenging thing to do, you know, and I find it. You succeed in this. And I will leave you with your public. It's just a very last question. You talk about your nightmares. And should we let her? Yeah. Donc, à ses débuts, les risques qu'on court, c'est de ne pas être vu, que le film ne soit pas achevé, mais personne ne nous connaît. Et plus on est établi, plus on risque de perdre ce qu'on a acquis. Mais je pense aussi que quand on est un artiste, le plus gros risque, c'est de ne pas essayer des choses nouvelles, de ne pas expérimenter. Évidemment, les enjeux deviennent plus importants à mesure que le budget grossit. Et la tendance, ce serait d'aller vers le plus petit dénominateur commun, d'aller vers quelque chose de consensuel. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait, puisqu'avec Titanic était vraiment très risqué. Avec le recul, on a l'impression que non, mais c'était un film de 3 heures où tout le monde meurt, y compris le personnage principal. C'était un film d'époque avec des femmes à corset et à chapeau. Le studio n'y croyait absolument pas, mais aux surprises, le film a très bien marché. Avatar, c'est pareil, c'était très expérimental. C'est vraiment, j'ai dû un petit peu calmer la Fox qui me faisait de très gros chèques, et donc c'était un gros saut dans le vide. Et je ne sais pas si c'est ma perversité, mais en tout cas, j'essaye toujours de chercher les plus gros défis, et je les trouve. La dernière question. Are you afraid of your own dreams? Avez-vous peur de vos propres rêves? Well, dreams are a double-edged sword, right? I think I'm more afraid of stopping dreaming, which hasn't happened. But in terms of a nightmare, I love a good nightmare. Maybe not in the moment. Yeah. You know, I can still scare myself pretty good and wake up not wanting to go back to sleep.
but that'll stay with me. Those ideas will stay with me. And part of art, part of cinema, is exploring our fears. It doesn't have to be a horror movie. You know, there are lots of fears still to be explored. But I also love the dreams that are beautiful. You know, Avatar was based on a beautiful dream, and I was so struck by the beauty in the dream that when I woke up, I had to draw it, I had to paint it. And that happened when I was 19 years old. I didn't make the movie until, I don't know, 30 years later. So I look forward to dreaming. It's interesting. I can always fall asleep very quickly at night because I know the next thing that happens is going to be interesting. Yeah. You will sleep good tonight, I think. I will sleep. Donc les rêves, c'est à double tranchant et j'ai plus peur finalement d'arrêter de rêver. Et j'aime toujours faire un bon cauchemar, pas sur le coup évidemment, mais c'est quelque chose qui me reste en tête. Et quand on est artiste et cinéaste, on a un peu le devoir d'explorer nos peurs, pas forcément pour en faire des films d'horreur. Et j'aime aussi faire des jolis rêves, tout comme Avatar, qui m'a été inspiré par un joli rêve quand j'avais 19 ans et que j'ai ensuite réalisé en film 30 ans plus tard. Donc j'ai hâte de rêver quand je m'endors le soir. I just want to thank Alice, my directing colleague, for coming here tonight to have this dialogue. I thought that was wonderful. Thank you very much. Thank all of you. Thank all of you for tonight. Thank you for coming. Cette plaque, elle va être donc accrochée derrière un des sièges de la Cinémathèque. Comme ça, il y aura un siège James Cameron dans cette salle Henri Langlois. I get my own seat. So next time I'm in Paris, don't sit on my seat. La prochaine fois que je viens à Paris, faites attention, vous asseyez pas dans mon fauteuil. Hein.